Cette vidéo est sponsorisée par Notion, une application d'organisation et de productivité pour mieux gérer votre vie professionnelle ou même personnelle. Je vous en parle plus longuement à la fin de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je crois qu'on peut pas dire les gros mots trop vite dans la vidéo, parce que je crois qu'ils sont dit dans les premières, je sais pas combien de secondes, il y a un risque de démonétisation. C'est ce qui s'est passé il me semble que c'est ce qui s'est passé sur une des dernières vidéos de ce format. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour juger vos histoires. Vous m'avez envoyé vos histoires à partir d'un lien qui est dans la description, qui permet d'anonymiser les histoires, enfin de vous anonymiser, c'est-à-dire que moi je peux pas vous retrouver, etc. C'est important. Et dedans, vous m'avez expliqué, tout en restant anonyme, vous m'avez donné un contexte, etc. Et vous m'avez partagé un truc que vous avez fait, avec lequel vous n'êtes pas forcément à l'aise, et que vous vous demandez en fait si vous avez été une merde ou non. Alors, je rappelle, c'est important, oui, Cyrus, tu rappelles à chaque fois, mais il y a des gens qui découvrent cette vidéo comme ça, qui n'ont pas vu les précédentes vidéos. Je rappelle que on juge avec les informations qu'on nous donne, que c'est un jugement qui est valable sur l'instant. Peut-être que ça se trouve, si on se repose la question 2 semaines plus tard, je sais pas, on risque d'avoir changé d'avis, c'est possible. Mais surtout, on juge un événement, on juge une action que vous avez faite. Et on peut pas déterminer si une personne est une merde ou non, je pense que maintenant je peux le dire. On peut pas déterminer si elle l'est ou non toute sa life. Voilà, ça peut être une bonne personne qui fait une action de merde, ou ça peut être une mauvaise personne qui fait une action de merde, ou une mauvaise personne qui fait une bonne action, ou une bonne personne qui fait une bonne action. Voilà, c'est important de dissocier tout ça. Et un autre truc d'ailleurs, c'est qu'avec le format Sommes-nous des merdes, ce que j'aime bien, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, voilà, on en a tous des histoires comme ça. Voilà. Donc, on va juger avec bienveillance. Les histoires, je les découvre en même temps que vous. Du coup, non, parce que ça a été tourné puis monté. Je remercie Alfie qui monte cette vidéo. Et ça a été présélectionné par Tom Aguilar. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que vous allez bien. Et et dernière chose, quand vous envoyez une histoire, il faut que vous soyez à l'aise avec le fait que je puisse dire que vous êtes une merde. Évidemment. Et un dernier truc, pardon. Il faut aussi que l'histoire ce soit finie. Okay, parce que le but là, c'est pas de donner je vais pas te donner des conseils sur ce qui se passe en ce moment et un truc à gérer en ce moment. Mais le but, c'est de juger une action qui s'est déroulée déjà. Voilà. Voilà, vraiment, je pense que là, j'ai tout dit. C'est parti pour ce nouvel épisode de Êtes-vous des merdes? Suis-je une merde pour avoir caché à une amie que nos autres amis trouvaient qu'elle pue? Ah, ça me rappelle le passage dans le Sommes-nous des merdes, là, avec Benjamin Verrecka, Marine Elbé et Ben Never. Je sais pas si vous voyez le moment où je parle du fait de comment dire à quelqu'un qui pue, en fait. Et que, en fait, ça devient, je pense, le meilleur moment de l'épisode. On se tape un énorme fou rire. Enfin, ouais, c'était trop drôle. C'est comme des gens qui puent, tu sais, il y a des gens qui puent et tout, dire wow, qui pue ici? Wow, man! Tu fais ça? Je t'assure, parfois ça passe easy. Et ça, c'est pas vexant. Mais quoi? C'est horrible, c'est pas vexant. Non, tu peux le dire sans vexer. Wow, man! C'est ici, là, à gauche ou quoi? Que ça pue la mort! Il n'y a pas de chose plus vexante C'est horrible. que ce que tu dis. Wow, man! Sous couvert de la bonne ambiance et tout. Wow, man! Salut Cyrus. Hello there. Je suis une femme de 26 ans. Oh là là, mais tous ces détails et tout ce contexte, mais quel plaisir. Et l'histoire dont je vais parler est arrivée il y a 3 ans environ. Ok, donc t'avais 23 ans. À l'époque, j'avais une amie, appelons-la Émilie, que je connaissais depuis la maternelle et dont j'étais très proche. On a vécu 1000 trucs ensemble. À mon avis, si vous vivez depuis la maternelle, vous avez vécu plus de 1000 trucs. En vrai. Sachant une année, c'est 365 jours déjà. Et que dans une journée, on peut vivre plusieurs trucs. Mais après voilà, je suis pas dans ta life, voilà. On connaissait tous les secrets l'une de l'autre, tous les secrets de l'une. Les secrets l'une de... Ok, bref, on a compris. Elle a habité chez moi pendant quelques mois et quand elle avait des problèmes avec ses parents. Très bien. Et, donc vraiment, c'est le sang de la veine. En bref, c'était vraiment ma meilleure amie. Ah ouais, non mais là, c'est... Des fois, on dit ouais, meilleur pote, mais... Là, vraie meilleure amie. Ok, très clair. On faisait toutes les deux partie d'une bande de potes, de 7 personnes. Eh bah, dis donc... Putain, trop de chance. J'ai jamais eu de bande de potes. Ah si, mais j'ai toujours été à la pièce rapportée, quoi. J'ai jamais été au centre d'une bande de potes. J'aurais adoré. Dont on était aussi très proches et avec qui on passait vraiment tout notre temps. Seulement un été, une autre copine de la bande m'invite à venir me baigner dans la piscine de chez son père. Naturellement, j'accepte et je lui demande si elle a aussi invité Émilie, comme d'habitude. Et elle me dit que non. Plus tard dans la journée, elle m'explique qu'elle ne l'a pas invitée parce que son père, et sa mère aussi, ne veut plus qu'elle l'invite parce qu'il trouve qu'elle sent mauvais et qu'elle laisse une mauvaise odeur derrière elle quand elle vient. Ils se plaignent carrément de devoir nettoyer tous les coussins du canapé et de devoir beaucoup aérer pour faire partir l'odeur. Et elle était d'accord avec eux. C'est ouf que... Alors,
Déjà, c'est ouf de puer à ce point. Vraiment. Nettoyer les coussins du canapé. Waouh. Et ensuite, c'est ouf que toi, tu l'aies jamais capté, quoi. Enfin, j'ai dit coussins du canapé, mais c'est écrit les cousins du canapé. Donc, voilà, après, je suis parti du principe que le canapé n'a pas une famille, où il a un oncle et une tante, potentiellement qui ont des enfants, et que du coup, il aurait des cousins. Je suis parti du principe que c'est un canapé classique, et donc c'est des coussins. Peut-être que je me suis trompé. Pendant cet après-midi piscine, il y avait aussi 2 autres copines du groupe qui m'ont dit qu'elles avaient également des problèmes avec l'odeur d'Emilie. Dis donc. Et qu'elles non plus veulent plus trop qu'elles viennent chez elles. Pour info, je vois le Emily, etc. Sachez que si c'est pas précisé que ça a été anonymisé, Tom l'anonymise de toute façon, c'est-à-dire qu'il change le prénom. Voilà. Plus tard, nous en avons également parlé avec les 2 autres membres du groupe. Attendez, donc là il y avait les 2 copines. Il y a vous 2, Emily et toi. Il y a la meuf qui est à la piscine. Il y a les 2 autres copines du groupe qui m'ont dit qu'elles avaient également des problèmes avec l'odeur. Et ensuite, plus tard, on en a également parlé avec les 2 autres membres, ça fait bien 7. Ok, tout le monde est là, très bien. Qui eux aussi semblaient penser qu'elles sentaient fort, mais qui n'avaient pas de soucis pour l'accueillir chez eux. Putain, mais c'est fou. De manière objective, c'est vrai qu'elle avait une transpiration qui sentait fort, comme ça arrive parfois, et la lessive qu'elle utilisait n'était pas vraiment efficace pour enlever l'odeur de ses vêtements. Donc il lui arrivait parfois de sentir un peu fort. Ceci dit, pour avoir vécu avec elle pendant des mois, ça n'a jamais été insupportable pour moi. Oui, bah ça, on a compris ça. J'ai donc été très choqué d'apprendre ce que les autres en pensaient, et je leur ai tout de suite dit qu'il fallait lui en parler, et surtout pas lui mentir. C'est notre ami. On doit pouvoir se dire les choses sincèrement entre amis. Ils n'étaient pas tellement chauds pour le faire. Du coup, je leur ai dit que moi, je le ferais dans tous les cas, quand j'arriverai à trouver le bon moment. Bon, je pense que t'as dû attendre longtemps. 15 ans plus tard, on se retrouve au bar. Bien entendu, tout ça a pris du temps et elle s'est bien rendue compte qu'il y avait des soirées où elle n'était pas invitée, etc. Oh, mais c'est horrible, mais la pauvre. Oh, la pauvre. Là, on est team Emily, là. Hein. Un soir, elle a fini par m'appeler en pleurs parce qu'elle pensait que les autres filles du groupe ne l'aimaient pas et qu'elle se sentait exclue du groupe. Oh. J'ai donc été obligé de lui dire la vérité qu'elle a évidemment mal pris. Oh, l'enfer. Donc, c'était ça le bon moment. J'ai donc attendu le bon moment, c'est-à-dire quand elle m'a appelé en pleurs. Ah non, je rigole, mais c'est très difficile. C'est très difficile de trouver le bon moment. Elle a été très blessée et s'est sentie humiliée, ce qui se comprend. Ah bah ouais, de ouf. Emily, on est avec toi. En plus de leur en vouloir à elle, elle m'en a encore plus voulu à moi. Oh. Elle s'est sentie trahie par moi, en qui elle avait toute confiance, et elle a donc arrêté de me parler du jour au lendemain. Mais non. Oh non. Elle m'a bloqué de partout et on n'a plus aucun contact depuis. Mais non. J'ai essayé de lui envoyer une lettre pour m'excuser, de lui expliquer ce qui s'était passé, à laquelle elle m'a répondu qu'elle acceptait mes excuses, mais que ça changeait rien. Aujourd'hui, cette histoire est derrière moi et j'ai fait le deuil de cette amitié. Mais je me demande quand même, Cyrus, suis-je une merde? Oh non. Oh, c'est trop triste, putain. J'aime beaucoup ce que tu fais et j'espère que toi aussi t'aimes ce que tu fais. Bisous. PS, désolé, c'est un peu long. J'aime beaucoup ce que tu fais et j'espère que toi aussi t'aimes ce que tu fais. Putain, ça me touche de ouf. Elle a parlé à la personne derrière le personnage. Non, t'es pas une merde. Non, t'es pas une merde, qu'est-ce que je te dise? Ah non, c'est très triste cette histoire. Je pense que c'est une histoire où personne n'est une merde. Personne. C'est hyper compliqué. Voilà, il y a des gens qui sont gênés, ils ont une gêne, ils osent pas en parler. À la limite, ouais, peut-être si on devait trouver une merde, ce seraient les personnes qui ça gêne vraiment et qui expliquent pas pourquoi et qui du coup ne l'invitent pas sans lui expliquer pourquoi. À la limite. Mais est-ce qu'elle leur a demandé pourquoi? Est-ce qu'elle, tu vois, si elle leur avait demandé pourquoi et que les gars ils avaient menti, là c'est obviously des merdes. S'il n'y a pas eu de communication entre les deux, c'est compliqué. Et non, c'est clairement pas une merde. Mais c'est hyper triste, quoi. Mais du coup, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'elle pue toujours, quoi? Suis-je une merde pour avoir couché avec 2 mecs dont l'un des deux en couple alors qu'un autre est actuellement fou de moi? Entre parenthèses, il est encore plus croustillant dans l'histoire. Ah, j'adore. Incroyable. Let's go. Bonjour Cyrus. Mon histoire se passe entre la fin d'année 2021 et le 1er janvier 2022. On a une fenêtre d'action précise. Je fréquente un garçon rencontré sur un site de rencontre depuis quelques semaines, presque 1 mois maintenant, mais je sais qu'actuellement je ne suis pas prête à me poser avec quelqu'un. Rupture difficile avec mon ex, il n'y a que 2 mois. Je comprends. De plus, j'ai des objectifs. Soit des garçons avec qui je m'étais juré de... Je vais la relire. J'ai des objectifs, soit des garçons avec qui je m'étais juré de coucher un jour, à réaliser. Entre parenthèses, un peu bizarre, mais ça, faut pas trop juger. Ok. On juge pas. Donc, tout est consentant. T'as tes objectifs, très bien. Le garçon que je fréquente, nous allons l'appeler Max, est alors complètement au courant. Je lui en ai parlé et je lui ai dit que j'avais notamment prévu de coucher avec un garçon en particulier à ma soirée du Nouvel An. Ah ouais, mais toi, t'es en fait...
Là, t'es target, en fait. C'est genre missile tête chercheuse. C'est-à-dire que ce soir, lui, je vais me le faire. C'est Kill Bill le truc. C'est genre, t'as ta liste. Chut. Ok, Max, c'est fait. À John maintenant. Pardon. Il m'a dit qu'il aimait mon honnêteté, même si ça ne lui plaisait pas trop. Tu m'étonnes. C'est-à-dire que le gars, t'es avec lui, tu couches avec lui et tout. Vous êtes pas posé parce que tu veux pas te poser. Et tu lui dis, ouais, alors, à la soirée du Nouvel An, je te le dis d'avance, hein, c'est lui que je vais ken, en fait. Néanmoins, comme nous ne sommes pas ensemble, on ne se doit rien pour le moment, d'autant plus que, je le répète, je ne suis pas prête à m'engager. Très clair. Non mais très clair. Non mais moi j'adore ce début d'histoire. J'adore ce début d'histoire, c'est très clair. T'as tes objectifs. Ok, soit, pourquoi pas. On continue. 2 semaines plus tard, après 10 jours de Covid, oui, comme toi, pour Noël. Ah mais il y en a qui connaissent bien ma vie. La soirée du Nouvel An arrive. Je ne pouvais plus attendre, j'avais trop hâte de boire comme un trou avec ma meilleure amie et de revoir le fameux garçon avec qui je voulais coucher depuis plus de 2 ans, que nous appellerons Tom. Alright. Sauf que coup de théâtre, le premier garçon arrivé me tape complètement dans l'œil. Oh, la liste est en train de changer. Nouvel objectif. C'est le meilleur ami de ma meilleure amie que nous appellerons Pierre. Beaucoup de prénoms dans l'histoire, il faut suivre. Très bien. Pour l'instant, on a Pierre, Tom et Max. Ma meilleure amie m'informe qu'il est en couple. Alors je décide de mettre des barrières dans mon esprit. Apparemment, elles ont pas tenu longtemps. Cependant, plus la soirée avance, Tom n'est toujours pas là, plus il me fait des avances. Il vient fumer avec moi, il me prend par la taille quand il passe à côté de moi. Bah dis donc Tom. Et même le père de ma meilleure amie essaie de créer du lien entre nous. Il est très jeune dans sa tête. C'est quoi cette soirée, putain? C'est quoi cette soirée? Pierre prend même mon numéro pendant la soirée pour m'aider à retrouver mon téléphone. Oh la technique! Oh la technique! Le gars il prend le téléphone, il le balance. On sait plus où est ton téléphone, je pense qu'il faut le faire sonner. Ah je suis mort. Je suis mort. Technique qu'on ne peut faire que si la personne a une bonne coque de téléphone. Par contre le père qui est très jeune dans sa tête, ça je kifferais trop voir quoi. Bah alors, oh oui, il a une meuf, oui. On peut s'amuser un peu non? Hein? T'as pas perdu ton téléphone, toi? La petite technique, tu connais pas celle-là? Finalement, vers 2h du matin, Tom arrive et le plan initial suit son cours. Ok. Objectif mis à jour. Tom est là, très bien. Tête chercheuse. 1h30 après son arrivée, nous nous isolons avec Tom. Tom, il passe une super soirée. Tom, il arrive. Au bout d'1h30, il a rien eu besoin de faire. Incroyable. Et nous faisons enfin notre petite affaire. Après 2 ans, il était temps. Ok. Mais dans la soirée, comme ça. Ok. Cependant, c'était un peu nul, trop alcoolisé et il s'endort. Ah, déçu. Moi, je n'étais pas fatigué. Alors je me lève et retourne faire la fête, le laissant seul. Sorry, Tom. J'ouvre mon téléphone et j'ai un message de Pierre. Un peu coquin sans mentir, et j'y réponds d'une manière coquine aussi. Pierre, qui rappelons-le, a une meuf. Ok, mais que le père d'une amie, qui est très jeune dans sa tête, veut caser avec la personne qui a envoyé ce mail. La soirée, j'adore ce mail, putain. La soirée continue et les avances aussi. Je finis par me dire que merde, quoi, on n'a qu'une vie et c'est lui qui est en couple, pas moi. Juste, très juste, très juste. Pierre, énorme merde, non, par contre, on continue. Après, on n'a pas les détails de son couple et tout. Voilà. Non mais on n'a pas les détails. On finit par se retrouver tous les deux, on s'embrasse, puis à la fin de la soirée, on couche ensemble. Mais toi, t'as passé une soirée? Je lui rappelle tout de même qu'il a une copine, sur quoi il me répond « C'est pas sérieux, ça fait à peine 2 semaines. » Ah, t'es toujours alcoolisé? Alors je me suis pas gêné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? Parce que vous l'aviez déjà fait, donc j'imagine que vous avez continué. Le lendemain au réveil, il part et m'embrasse pour me dire au revoir. Plus d'excuses d'alcool pour lui non plus. Il me dit qu'il aimerait me revoir. J'aimerais aussi. Ok, là à mes yeux, Pierre n'est plus forcément une merde. Hein. Nouvelle relation, 2 semaines, etc. Mais tu rencontres quelqu'un avec qui t'as un vrai crush et t'as envie d'aller plus loin. En fait, tu passes d'une relation à une autre. C'est pas hyper clean comme changement de relation. Je suis bien d'accord. De là à mériter être une merde, je sais pas. Ça dépend comment ensuite il gère le truc avec l'ancienne. Bref. Cependant, je reçois aussi un message de Max. Bah oui, on se souvient, oui. Vous savez, celui du début que je fréquente depuis presque un mois. Oui, on se souvient. Il me demande s'il s'est passé quelque chose. Max Ah, le Max. Putain. Le Max, le pauvre. Putain. Je l'imagine trop, Max. Ouais, je me disais, ta soirée, est-ce que, par hasard, il se serait passé un petit truc? Max, t'as pas idée de ce qui s'est passé, mon frère. Je choisis la carte de l'honnêteté, c'est très bien. Encore heureux, et je lui dis, oui, j'ai couché. Je ne précise pas 2 garçons, mais je doute qu'il faille qu'il le sache aussi précisément. Ouais, effectivement. À ce stade, t'as pas besoin. Hein. Déjà, voyons sa réaction. S'ensuit une petite crise de jalousie. Tu aurais pu me dire pendant la soirée que tu allais le faire. Ouais.
Franchement, elle a été honnête dès le début, hein. Elle a dit qu'elle avait prévu de le faire, hein. Alors que je rappelle, j'avais prévenu 2 semaines avant que je coucherais à cette soirée. Ouais, non mais pour moi, excuse-moi, personne qui a envoyé ce mail, pour moi, pour l'instant, t'es incroyable. Et vraiment, tu fais tout bien, quoi. Je peux pas te dire que t'es une merde à aucun niveau. Je sais pas quoi te dire. On continue pour l'instant. Il finit par s'excuser et me dire qu'il est jaloux lorsqu'il est amoureux. Ma peur de l'engagement dont il est totalement informé, on rappelle. Message que j'ignore complètement car je ne sais pas quoi répondre. Ah. Bon, attention, premier red flag. Aujourd'hui, je continue à discuter avec Pierre, le garçon en couple, et je crois que je m'attache un peu. Ce reste mon karma, et je dois voir Max demain. L'histoire se termine là. Ah, mon histoire se passe entre la fin de l'année 2021. Alors, le mail, du coup... C'est-à-dire que Tom a sélectionné un mail qui date d'il y a 1 an. Ce qui est cohérent, hein, parce que comme je vous l'ai dit au début dans la vidéo, on aime les histoires qui sont finies. On ne donne pas des conseils sur des trucs qui sont en cours. Voilà, donc là, l'histoire est finie. C'est-à-dire qu'elle continue de discuter avec Pierre, elle doit voir Max demain. Ça a été fait en fait, ça a été fait et je pense que la personne qui a envoyé ce mail, là elle est sur autre chose. Là elle est sur José et François, vraiment. Plusieurs questions. Suis-je une merde d'avoir couché avec cette soirée en sachant que ça embêtait Max? Non, t'as été honnête. Suis-je une merde de ne pas avoir répondu à son message qui disait qu'il était amoureux? Oui. Suis-je une merde de ne pas avoir précisé que j'avais couché avec 2 garçons et non un? Non. Suis-je une merde d'avoir couché avec un mec en couple? Non, s'il y a une merde dans les deux, c'est lui. Non, et tu lui as dit en plus, t'as dit quoi? Voilà, je lui rappelle tout de même qu'il a une copine. C'est-à-dire que t'as fait ton truc de... Gars, prends ta responsabilité. Et il les a prises. Donc c'est sa responsabilité. Suis-je une merde de vouloir le revoir? Mais ça, je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ça. Parce que ce truc-là, genre pour vous, la meuf aussi est une merde, ou le mec aussi est une merde. En tout cas, la personne qui n'est pas en couple est une merde aussi. Et c'est un truc de fraternité ou de sororité. Je comprends. Mais dans ce cas-là, on est responsable de tout le monde. Dans ce cas-là, cette fraternité ou sororité, elle existe partout, tout le temps. Et tout le monde est responsable des actions de tout le monde. C'est pas ma conception. Pour moi, c'est trop dur de vivre comme ça. J'avoue que moi, à titre personnel, dans mon éthique personnelle, je ne le fais pas. Genre, je ne peux pas envisager une relation avec quelqu'un qui est en couple parce que ça me met mal. Ça me fait culpabiliser, ça me met pas bien, j'ai l'impression de faire un truc pas bien, ça me saoule en fait. Mais, si je l'avais fait, je me serais pas jugé pour une merde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je veux dire, non, bah si, en fait, je me serais jugé comme une merde parce que sinon je culpabiliserais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que c'est mon éthique perso que je considère que c'est l'éthique que tout le monde devrait avoir. Voilà, c'est la distinction que je fais. C'est-à-dire que parfois il y a des choses qui sont mes éthiques personnelles, mais c'est pas pour ça que ça devrait être l'éthique personnelle de tout le monde. Je pense que c'est important de faire cette distinction. Suis-je une merde de vouloir le revoir? Non. Suis-je une merde sur n'importe quel autre élément de l'histoire? Non, je crois pas, non. Suis-je une merde tout court? Bah non. Merci de ta lecture, Sirius, merci pour le contenu qualitatif que tu proposes. Mais merci à toi pour cette histoire incroyable. On t'embrasse. On t'embrasse très fort. Sommes-nous des merdes pour avoir défiguré un monument historique? Ouh aïe aïe. Bonjour Mr. North. Hello there. Mon meilleur ami Antoine et moi Nico souhaitons nous confesser auprès de la sainte parole que tu incarnes. Contexte. Let's go. L'année dernière, le projet de loi sécurité globale était au cœur de toutes les préoccupations et nous souhaitions réagir concrètement car nous étions contre, chacun ses opinions. Pour ce faire, nous avons choisi la voie de la désobéissance civile, ok, thorough, T-H-O-R-E-A-U, philosophe qui a parlé de la désobéissance civile, j'en parle dans cette vidéo, qui va s'afficher ici j'imagine, ou là, je sais plus, sur la solitude, voilà. Et nous avons donc entrepris de réaliser un magnifique tag sur un monument de ma ville. En l'occurrence un superbe pont en pierre. Nous avons donc organisé toute cette intervention nécessitant de grands moyens, tenue noire, bombes de peinture, pochoirs, etc. La mission étant presque parfaite à un détail près, nous devions nager jusqu'au pied du pont. Intelligent comme on est, nous n'avions pas du tout anticipé le fait que les pochoirs trempés allaient être inutilisables. Ce faisant, nous avons dû réaliser notre œuvre à main levée, sans expérience en graphe et avec des passages réguliers de voitures. La mission s'est ainsi terminée avec un tag absolument immonde et superbement visible, et 2 acolytes trempés jusqu'aux os. La ville a établi de nombreuses conjectures depuis quant à la réalisation de ce chef-d'œuvre. Exemple, ils y sont allés en rappel. Sommes-nous des merdes d'avoir voulu faire valoir une idéologie jugée à nos yeux d'intérêt général, mais finalement avoir flingué un monument historique en te faisant des gros bisous et en espérant que certains sauront apprécier notre art, le vrai. Très intéressant ceci. Pour moi, vous n'avez pas flingué le monument historique. Vous l'avez tagué. Et a priori, ça se nettoie. Ça sert votre cause. Ça fait parler, le monument n'est pas flingué, il est toujours là, ça coûte aux institutions de le nettoyer. C'est de la désobéissance civile. C'est de la désobéissance civile. Donc la question c'est,
Est-ce que faire de la désobéissance civile, c'est être une merde? Je pense pas pouvoir répondre oui à cette question. Je ne pense pas pouvoir répondre oui à cette question. Je pense que la désobéissance civile, elle a une forme de légitimité, clairement. Et que c'est parfois la seule solution. D'ailleurs, sans cette désobéissance civile, la société française ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc condamner ça, c'est condamner notre histoire. Suis-je une merde pour avoir douté de son handicap? J'imagine quelqu'un en fauteuil. Ouais, hein? On peut pas se lever là pour voir? Ouais. Oui, bah ouvrez les yeux, monsieur. Bah, je suis aveugle. Oui, c'est ça, ouais. Allez. Bonjour Cyrus, bonjour. Cette histoire se déroule dans mes années lycée. J'habitais à plus d'1 heure de route de mon école. J'étais donc interne et je prenais le train chaque lundi matin et chaque vendredi soir. Je me souviens que le vendredi, j'avais 1 heure d'attente à la gare avant que mon train parte. C'était pas une ligne très fréquentée. J'allais donc souvent me poser dans les zones confort de la gare. Ah, il y a des zones confort? On n'a pas les mêmes gares, je crois. 10 minutes avant le départ, j'imagine vraiment un truc genre canapé, lounge, des gens qui viennent, ouais, vous voulez un chocolat chaud. 10 minutes avant le départ du train, je commence ainsi à me lever et à réunir toutes mes affaires. Et là, je tourne la tête et je vois un homme assez près de moi qui arrive tout souriant et qui me tend une feuille et un stylo. Je ne suis pas du tout surprise, car régulièrement, des gens circulent avec des pétitions dans ma gare. Ainsi, je lui dis bonjour et essaie d'interagir et je vois qu'il montre la feuille de façon insistante. Je suis un peu interrogé, donc je lis la feuille et là je vois, je me souviens pas réellement du sujet précis de la feuille, il s'agit d'une pétition d'une association qui aide les personnes handicapées. Je tilte tout de suite, je comprends pourquoi l'homme ne m'a pas parlé et du coup je lui réponds avec un sourire. Sincèrement, cette situation ne m'était jamais arrivée avant, donc j'étais vraiment prise de court et ça me semblait évident que j'allais signer la pétition. Là, sans doute, première erreur de ma part, je ne lis pas toute la feuille. Je ne réfléchis pas et je signe. Erreur. Tu viens de perdre 20 000 euros. Je rends le stylo et la personne en face de moi, il me fait un geste pour me dire monnaie. J'imagine que ça devait être ça, très potentiellement. Ou alors ça peut-être. Bah, ça serait fou qu'ils se prennent ta feuille et ils fassent. Je comprends qu'il fallait faire un don, ce qui sans doute devait être stipulé sur la feuille. À cette époque, j'étais en première et j'avais pas un rond sur moi, si ce n'est qu'une pièce de 2 euros. Cependant, je regarde la feuille de la pétition et je vois écrit en face de chaque signature des montants de 20 à 50 euros. Ah ouais, embêté, je lui fais signe que j'ai rien et que je ne pourrais pas faire de don conséquent. Il insiste et je sens qu'il fait un pas vers moi. Attention, toujours à ce moment-là, de façon cordiale. Il commence à se mettre littéralement à genoux et à me prier. Je sens un coup de pression. Et je me voyais mal lui dire non. Oh la gêne, je suis mal à l'aise. Je lui montre donc que je vais voir dans mon portefeuille. Oh la gêne, je suis hyper gêné. Ah, je suis gêné. Là, il se relève, saute littéralement encore de joie, me fait toujours littéralement un câlin, où il me serre très fort, puis me fait toujours littéralement, bien entendu, des bisous sur la joue. Mais c'est un ouf le man là. Ce que je qualifierais de petit et rapide, je précise, parce qu'il y a plein de types de bisous différents qui veulent dire des choses différentes. Ah d'accord, tu qualifies les bisous de petits et rapides. Effectivement, il y a plein de types de bisous différents. Ça aurait pu être genre... Là, c'est... Ok, je ne sais pas qui fait les bisous, genre... Vous voulez juste faire des bisous différents, je ne fais pas de bisous comme ça. Sachez-le, t'es rentré mon amour. J'avais l'impression d'être face à un enfant à qui je venais d'offrir un cadeau pour Noël. Mais je pense que même un enfant ne réagit pas comme ça. À cet instant, je ne réalise toujours pas ce qui se passe, car je suis toujours prise de court. Je me dis que l'individu en face de moi peut tout à fait posséder un handicap mental. Du coup, je ne m'inquiète pas plus que ça. C'est vrai. Après que je lui sorte ma pièce de 2 euros et lui fasse comprendre que je n'ai rien d'autre, il me relâche et part sans me dire au revoir. Je suis très intrigué. Donc je regarde où il part et je vois qu'il va montrer la pièce que je viens de lui donner à un autre homme assis un peu plus loin. Et là, je commence à réfléchir sur ce qui vient de se passer. Je reviens sur tout l'événement dans ma tête et me rappelle d'un détail qui peut faire son importance. Sur la pétition, tous les noms étaient écrits de la même écriture. Et j'en suis certaine. Putain, Sherlock! Ça me met la puce à l'oreille. Je repense ensuite au montant exorbitant qui a été écrit, qui pour une pétition qui circule dans la gare de ma petite ville me paraissent bien trop. Je repensais, non mais la personne qui a envoyé le mail. Je te vois au Cluedo. Tu es sur un Cluedo. Je repense également à la réaction surdimensionnée de l'individu qui m'a beaucoup gêné. Et pour finir, je repense à la façon dont il est parti. Là, ça m'achève. Et je me convainc que c'est un faux handicapé qui, et après réflexion, c'est très ingénieux pour arnaquer les gens, circule dans la gare pour récupérer de l'argent. Après être arrivé à ça dans ma tête de façon spontanée, alors déjà, pause. Oui, c'est fort possible. Je pense que on était beaucoup à avoir compris pour l'instant. c'est assez connu comme méthode. Voilà. En tout cas, à Paris, c'est fréquent. Après être arrivé à ça dans ma tête de façon spontanée, je prends conscience de ce à quoi je viens de penser et me trouve horrible et immoral. Et sincèrement, je me hais. Ah ouais. Chill, ça va bien se passer.
Du temps passe et le lundi suivant, j'en parle à mes amis au lycée. Et je leur dis que je ne sais pas quoi penser de ce qui m'est arrivé. Oh, ma pauvre. Et là, une amie, que par souci d'anonymat, j'appellerai Georgette. Ok. Me dit qu'a été arrêté, en effet, une bande d'arnaqueurs se faisant passer pour des handicapés et demandant de l'argent dans la gare. Bon bah, nous... Ça m'aurait buté que tu pars dans un délire de... Et là, toutes les connexions se font. Je me dis alors que peut-être que les personnes qui m'ont demandé... Pardon. De plus, Georgette elle-même s'était fait arnaquer également peu de temps avant moi à la même gare. Alors, avais-je eu raison de remettre en cause le handicap de cet individu? Bah oui. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Faut que j'en parle à Tom. Oui, bah oui, c'est quoi? Oui. Ah oui, non mais pourquoi on a fait tout un truc là? C'est évident, genre. Je pense que c'est exactement pour cette réaction que Tom a mis cette histoire. Ah, ça me bute. Oui, bah merci, oui. En plus, t'as donné de l'argent. C'est-à-dire que même si... Non mais écoute, même si la personne est handicapée, t'as donné de l'argent. Ce que tu penses, ça lui fait pas de mal, hein. Ça le heurte pas. C'est dans ta tête. Culpabilise pas pour une pensée que t'as eue. On contrôle pas ces pensées. Les pensées, elles surviennent, elles sont comme ça, tu vois. Et tu n'es pas tes pensées. Tu vois. Tu peux penser à des trucs horribles sans l'être, tu vois. En plus, la question, c'est même pas suis-je une merde. C'est alors, avais-je eu raison de remettre en cause le handicap de cet individu? Oui, il y a quand même pas mal d'éléments qui te permettent de mettre en cause le handicap de cet individu, oui. On rappelle qu'il t'a quand même fait un hug sans rien te demander et fait des petits bisous. Des petits bisous rapides, comme tu dis, sans rien te demander non plus. On peut se demander si c'est pas une merde non plus d'avoir fait ça, hein. Voilà. Bon. Il y a un moment... Ça suffit. Suis-je une merde en vouloir à ma copine d'avoir gardé les photos de son ex? Intéressant. Je suis un homme de 22 ans et l'année dernière, dans le cadre de mes études, j'ai fait un semestre en Corée du Sud. J'ai rencontré ma copine actuelle. Coréenne, bilingue en français, qui a déjà vécu 2 ans en France et on s'aime beaucoup. Ok, trop bien. Trop stylé. Il faut préciser que c'est ma première vraie relation, alors qu'elle a déjà eu une relation avec un Français pendant plus d'1 an, quand elle vivait à Paris, sa ville de rêve. Ok, donc elle vraiment, la France, les Français, c'est son kiff. Ok. Je me demande si t'es pas victime d'un fétichisme. Mec, elle est French fétiche. Au début de notre relation, on regardait ses photos souvenirs de la France sur son téléphone et on tombe sur beaucoup de photos avec elle et son ex. Ça me gêne, mais je comprends. C'était de bons souvenirs pour elle et je n'ai pas envie de lui supprimer ses souvenirs. Tout de même, je vais comprendre que je suis pas à l'aise avec ça. Franchement, je peux comprendre. La séance diaporama. Vous vous souvenez de ça ou pas? Je sais pas si vous avez vécu ce truc-là. J'imagine que les plus jeunes, peut-être pas. Mais avant, il y avait vraiment ce truc où, genre, quand on partait en vacances, on revenait, et genre, il y avait vraiment une soirée où on montrait ses photos. Moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vécu, ça. Mais c'était vraiment, il y avait un diaporama qui est projeté, c'était surtout en famille. On se pose là, alors donc là, on a fait ça, machin, et on revient sur chaque photo et tout. Maintenant, aujourd'hui, en fait, avec les réseaux sociaux et tout, on suit en temps réel, et il y a moins ce truc-là. Mais avant, il y avait un vrai truc convivial, la soirée de retour, quoi. Ça me donne envie de faire un truc là-dessus, d'ailleurs. Je sais pas si ça mérite une vidéo ou quoi, mais c'est vrai que c'était fou, ce truc-là. Et ça m'intéresse de savoir si dans les commentaires, vous avez vécu ce truc-là ou pas. Mais bref. Et du coup, j'imagine le diapo couple. Et donc là, c'est quand je suis parti à Paris. Donc, ok, donc là, c'est quand avec mon ex, en fait, on allait à Disneyland. C'était vraiment trop de la balle. Là, c'est quand il m'a acheté un bubble tea. C'était mon parfum préféré. Je sais pas comment il a deviné que c'était mon parfum préféré. Ça me bute. Donc je comprends que ça te gêne. Let's go. Une semaine après, on regarde la suite des photos et rebelote. Rebelote. Toutes les photos de son ex sont encore présentes. Il se passe alors de longues minutes où à chaque fois, on passe sur une photo de son ex. Elle supprime devant moi parce que je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Mais je me sens mal de lui retirer ses souvenirs. Mais non, mais tout est infernal. Je t'explique, tout est infernal là. C'est infernal parce que tu vois son ex et machin, t'es en mode ok, oui, vous avez vécu des moments ensemble, très bien, en vrai, je suis content pour toi. Mais est-ce que j'ai besoin de les voir? Non. Et en même temps, non, j'ai pas envie que tu le supprimes non plus parce que c'est ta vie, etc. J'ai envie que tu. Voilà, j'ai envie que tu aies ton jardin. Tout est infernal. C'est infernal, ta situation est infernale. Et en même temps, je commence à devenir jaloux. Je peux comprendre. J'ai l'impression de devenir le remplaçant de ce Français que la distance a séparé. Bah ouais, c'est ce que je disais au tout début, un French fétiche. À noter qu'elle a eu une autre relation après le Français avec un Coréen, qui n'a même pas duré 2 mois, mais impossible de trouver des photos de cette personne. Donc je suppose qu'elle a tout effacé. Ouais, ou alors après en 2 mois, t'as pas le temps de prendre beaucoup de photos. Hein. T'as pas vraiment l'envie de prendre des photos au bout de 2 mois, je sais pas. Après 2 mois de relation, je regarde les photos affichées sur le mur de sa chambre, présentes depuis le début, mais je n'avais jamais pris le temps de bien regarder et surprise. Ah, tu fais flipper là. Des photos de son ex et de sa famille. Ah, j'avoue, sur le mur de sa chambre. Là, c'est un autre step. Non, please everyone. Excusez-moi. Le téléphone. Ok. Les murs de la chambre? Vraiment? Je dis non.
Je dis non. J'en ai beaucoup voulu sur ce coup et ça a été notre première dispute. Au final, elle a jeté les photos à la poubelle et encore une fois, je suis tiraillé entre la jalousie et la culpabilité de lui avoir supprimé ses souvenirs. Mais pourquoi elle les a jetés? Elle peut pas juste... Mais attendez, il y a des nuances à avoir. Il y a un monde entre les afficher vraiment en poster A0 cadré sur le mur, au-dessus du lit. Là, c'est une chose. Et les mettre à la déchiqueteuse. Il y a un monde entre les deux, non? On peut pas les mettre dans un classeur, par exemple? J'avais trop peur d'être le français qui lui rappelait son ex. Bah, oui. Oui. Ça veut pas dire que tu l'étais, hein. Quelques mois plus tard, nous sommes en relation à distance et elle m'avoue ne pas avoir jeté toutes les photos de son ex. Oui, bah, tant mieux, limite, hein. Je lui en veux encore parce qu'elle sait que ça me fait du mal, mais est-ce que je suis pas aussi quelqu'un qui lui fait du mal en l'empêchant de les garder? Après, on n'est pas obligé de tout dire, hein. Là, elle était pas obligée de le dire, ça, si. Là, moi, je suis le premier à prôner la transparence, etc. Mais là, je vois pas l'intérêt. Après, elle culpabilisait, j'imagine. Ah, c'est terrible, c'est devenu un point de cristallisation dans la relation. A. C'est quoi A? Son prénom? A m'a tout de même dit avoir tout jeté. Bah, j'imagine c'est au final. Après, peut-être. J'imagine c'est après. Après, non. Elle m'a... Bon bref. Elle m'a tout de même dit avoir tout jeté en m'assurant de ne penser qu'à moi. Mais j'étais tout de même pas serein car le mal était fait. Suis-je une merde d'en vouloir à ma copine d'avoir gardé les photos de ton ex? Franchement, pour moi, sur le téléphone, non. En fait, non mais là, on rentre vraiment dans ce truc de nuance. Hein, parce qu'il y a garder les photos. Donc là, est-ce que t'es une merde d'en vouloir à ta copine d'avoir gardé les photos de son ex? Si c'est juste ça, oui. Par contre, est-ce que t'es une merde d'en vouloir à ta copine de te montrer in your face les photos de ton ex? Non. Est-ce que t'es une merde d'en vouloir à ta copine de mettre les photos de ton ex dans sa chambre avec sa famille et tout? Non. Donc voilà. Par contre, juste qu'elle les ait gardées sans te les montrer ou sans les afficher dans sa chambre, oui, là t'es une merde. Elle a son passé, voilà. Mais c'est pas ce que tu racontes, c'est pas l'histoire que tu racontes. Mais fou d'imaginer cette chambre avec cette photo. Mais c'est le genre d'histoire, j'ai envie d'avoir la suite là. Savoir genre est-ce qu'ils sont encore ensemble, est-ce qu'il a toujours eu ce sentiment d'être le remplacement en fait de ce français. Bref, voilà. La vie quoi, la vie en fait. Cette vidéo est sponsorisée par Notion. Alors Notion, je ne sais pas si vous êtes familier avec cet outil surpuissant. Alors pourquoi c'est mon outil principal d'organisation? Déjà parce qu'en fait on peut faire tellement de choses différentes sur Notion. Je trouve ça hyper bien fait. Bon, c'est des systèmes, bon, je vais vous montrer dans un instant, mais en gros vous avez différentes pages possibles. Une page par exemple pour votre gestion de budget, une page pour des idées de vidéos, une page de to-do, etc. Et en fait, vous allez avoir des bases de données. Donc voilà, par exemple, là, on a un exemple de quelqu'un qui a noté ses cours et à chaque fois, il va dire ça correspond à quel cours, c'est quel type de cours. Donc, est-ce que c'est des trucs en groupe, est-ce que c'est des trucs en solo, c'est des séminaires, etc. Et il y a des liens pour avoir plus de ressources et compagnie. Ça, c'est une base de données en fait que la personne va créer. À titre personnel, par exemple, j'ai une page où c'est que mes idées de vidéos. Il y a une autre base de données qui est ma base de données de to-do, donc des choses que j'ai à faire. Et par exemple, voilà, il y a deux trucs administratifs, voilà. Et là, il y a la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc la sortie de Êtes-vous des merdes, voilà, elle est prévue pour le 30 mars. Et j'ai mis les étiquettes YouTube et les étiquettes contenu. Je l'ai aussi sous forme de juste, si je fais une liste de contenus, j'ai tous les contenus que je dois sortir. Il a été écrit, tourné, monté, il n'est pas encore sorti, donc je coche pas. Si je clique dessus, j'ai plus d'infos. Et je peux carrément mettre un script. Bref, les possibilités sont ouf. Je vous montre un dernier exemple avec les différents templates de Notion. Là, il nous montre que certains l'utilisent pour traquer leurs habitudes, d'autres les utilisent pour planifier leur voyage, d'autres les utilisent pour, je sais pas moi, calculer leurs notes. Donc ils mettent des formules, etc. On peut faire des tableaux comme ça aussi, c'est-à-dire là on a toutes les idées, là on a tout ce qui est en cours. Là on est tout ce qui est à revoir, là on a tout ce qui a été publié. Enfin bref, c'est hyper bien fait, c'est assez ouf tout ce qu'on peut faire avec cet outil. Un autre truc que je trouve dingue, c'est qu'évidemment on peut partager les pages et donc avoir différents collaborateurs ou collaboratrices. Mais ce que je trouve aussi, c'est qu'on peut partager et en faire une page en ligne. Et donc juste balancer un lien et la personne clique sur le lien et elle arrive sur... comme si c'était un site en fait. Donc en fait on peut créer des sites avec Notion. Voilà, c'est incroyable, je vous mets le lien dans la description si vous voulez l'essayer, régalez-vous. Ah oui, et j'ai oublié de le préciser, c'est gratuit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
régalez-vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour un Sommes-nous des merdes prochainement. Il va y en avoir un dans quelques semaines. Voilà, comme ça j'essaie d'alterner un petit peu les Êtes-vous des merdes, les Sommes-nous des merdes, etc. Je trouve que c'est deux ambiances très différentes. Et je trouve que l'un ne remplace pas l'autre. Donc voilà, j'espère que vous avez du même avis. Et je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de votre prochain. Vous êtes incroyables, vous m'avez vachement ému avec ces histoires. Voilà, vous êtes une communauté incroyable. Love, peace. Ciao.